Poursuite de notre panorama des programmes des 11 candidats à l'élection présidentielle et nous avons donc le programme de François Asselineau. François Asselineau qui est dans le circuit depuis assez longtemps, qui revendique un nombre de militants assez énorme avec son UPR et qui s'est fait remarquer lors du débat des présidentiables par sa précision, qui a fait beaucoup rire les réseaux sociaux, sa connaissance absolument parfaite des traités européens. Il n'empêche qu'on retrouve exactement ça quand on lit son programme, et surtout une originalité que n'ont aucun des 10 autres candidats. La distinction entre ce qu'est un président de la République et ce que doit être ensuite un programme législatif. C'est-à-dire que François Asselineau s'inscrit dans le cadre de la Ve République, avec donc l'idée que le président de la République est le garant des institutions et de la souveraineté de la nation, et que derrière, c'est le gouvernement qui assure et qui mène la politique de la nation, gouvernement qui est l'émanation de l'Assemblée nationale. Donc, on trouve une distinction entre le programme présidentiel et le programme législatif. Et le programme présidentiel, il décline cette vision de la souveraineté, c'est-à-dire le fait que le président est un arbitre au-dessus des partis, qu'on met en place un référendum d'initiative populaire, qu'on reconnaît le vote blanc, c'est-à-dire des instruments qui sont censés permettre de réinsuffler plus de démocratie et plus de liens entre le gouvernant, le président et le peuple. Et ensuite, on retrouve alors des mesures dans ce programme présidentiel qui concernent essentiellement l'organisation des institutions, un maintien de la dotation globale, fin de la fusion des communes. Donc on s'appuie là aussi sur les différentes strates de l'État. Et puis c'est là qu'on trouve évidemment l'idée, alors cette vision d'une France qui doit coopérer avec la Chine, la Russie, le monde arabe, donc on est toujours là aussi dans la posture gaulliste, et à côté de ça, qui doit sortir de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'euro. Et avec ce à quoi François Asselineau tient énormément, l'idée qu'il faut respecter les traités et que donc on va sortir de l'euro par le fameux article 50 qui autorise la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Cette façon de voir la position du président de la République, ça vous semble essentiel ou c'est du gadget ? Non, moi ça me semble essentiel, effectivement. Je pense que tu as pointé la logique globale du raisonnement et du mode de fonctionnement de Asselineau. Et d'un côté, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a le domaine réservé, il y a les choses fondamentales, le rétablissement de la souveraineté, en particulier par la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro, par la sortie de l'OTAN. Et puis, il y a le reste qui, effectivement, relève du législatif, etc. Alors moi, il me semble, en revanche, qu'il pousse cette logique un tout petit peu trop loin, et même plus loin que ce que n'exigerait la posture gaulienne, dans le sens où il y a des sujets où il dit carrément c'est pas des vrais sujets et je m'en préoccupe pas. Comme par exemple où il dit, bon alors là j'exagère un petit peu, mais il dit sur la fiscalité, les retraites, l'environnement, on va faire un référendum et bon globalement j'ai pas un point de vue très arrêté. Ou par exemple sur le mariage pour tous, il dit bon c'est un sujet de clivage inutile, j'ai pas d'avis grosso modo. Alors c'est une chose que le président soit le garant des institutions, qu'il soit au-dessus, etc. Et c'est autre chose de ne pas avoir de point de vue sur des sujets qui sont quand même importants. Et moi, il me semble que ça révèle quand même une vision du monde de sa part, dans laquelle on a l'impression qu'il y a toute une série de sujets qui, en fait, sont des diversions par rapport aux vrais sujets. Et moi, il me semble que pour mettre la question européenne au centre, c'est un sujet fondamental, mais ça n'implique pas qu'il y ait aussi d'autres sujets sociétaux, d'autres sujets sur la fiscalité, sur l'environnement, qui aussi sont des sujets fondamentaux sur lesquels on voudrait aussi avoir une direction. Et c'est ça la limite de sa logique, à mon avis. Oui, cela dit, on trouve, en tout cas sur la finance, des choses dans son programme législatif ensuite. Oui. Mais c'est vrai qu'il joue sur les deux, parce qu'il le donne quand même, son programme législatif. Donc on a la vision de ce qu'il ferait s'il était élu. Oui. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec toi, Benjamin, parce que je pense que, justement, c'est quelqu'un qui a décidé, le point fort finalement, c'est ce que tu as dit dans ton introduction, c'est que le point fort d'Asselineau, c'est la hiérarchie à la fois des normes, puisqu'il dit finalement
la question de l'Europe, on l'évacue et à ce moment-là, on remet l'exécutif sur le devant de la scène et le législatif qui suit. Et puis, d'autre part, la hiérarchie des normes qu'il met en cohérence avec la hiérarchie des préoccupations concrètes. C'est-à-dire que pour lui, finalement, les questions de mœurs, elles sont importantes, mais au fond, ce qui change concrètement la vie des Français, c'est la question du pouvoir d'achat, de savoir est-ce que les Français sont maîtres de leur destin, est-ce qu'ils sont souverains. Et après, il se dit finalement, le reste, c'est un peu de l'intendance, quoi, pour reprendre une formule un peu gaulliste. Et donc, moi, je pense que la force, finalement, de son programme, c'est l'ordre de son programme. Hein, c'est la hiérarchie qu'il opère, où il dit, finalement, ce n'est pas essentiel. Sur la question de l'article 50, il y a un principe en droit public qui s'appelle la compétence de la compétence. La compétence de la compétence, c'est tout simplement que l'État, au final, parce qu'il est souverain, par-delà les questions de juridique, a la compétence de déterminer ce qui relève de sa propre compétence. Alors, ce principe-là contient en lui un germe d'autorité, d'autoritarisme, hein, il faut bien l'avouer. C'est une espèce d'État omniscient, omnipotent. Mais quelque part, c'est la base même de la souveraineté nationale. Sauf que ça ne marche en effet que si cet État est l'émanation de la volonté du peuple. Or, tout le problème de l'Union européenne aujourd'hui, c'est que par exemple, la Cour de justice européenne a décidé elle-même qu'elle était compétente par-dessus les constitutions nationales et que le droit européen prévalait sur les constitutions, ça s'est passé dans les années 60, alors qu'elle n'était pas élue pour oui, ça. C'est toute la différence. Donc l'idée d'Asselineau, c'est de revenir à l'idée que la démocratie, c'est le fait que l'État, certes, décide de tout cela, mais qu'il est l'émanation du suffrage universel. Absolument. Et ce qu'il dit finalement au regard de ces différents articles, c'est que finalement cette hiérarchie des normes juridiques, il suffit que l'État souverain, qui est l'émanation avec une légitimité démocratique, je dirais indépassable, dise que cette hiérarchie ne convient pas pour dire que finalement ce qui relève que le droit international, que les traités, finalement, passent au second plan. C'est-à-dire que ce que le peuple a fait à l'instant T-1, le peuple peut le défaire à l'instant T avec une légitimité forte. C'est l'idée que nulle génération ne peut soumettre à ses lois les générations futures. Idée là aussi cruciale parce que justement dans certains traités européens ou dans des traités de libre-échange, il y a l'idée qu'on ne peut pas revenir en arrière. Oui, mais ça reste quand même un argument juridique. Ça reste un argument juridique qui est dépassable politiquement par la souveraineté nationale. Et c'est ce qu'a bien compris Asselineau, en fait. Oui, mais d'ailleurs la question démocratique est au cœur de son programme parce que même quand on prend son programme législatif, donc quand on rentre vraiment dans la cuisine, par quoi il commence ? Il commence justement par cette question démocratique, à travers l'idée de réversibilité des traités, on en est exactement là, et aussi, et là c'est très important et ça nous intéresse, l'idée d'indépendance des médias. C'est l'un des premiers points qui vient, c'est-à-dire garantir l'indépendance des médias par rapport notamment aux puissances financières. Il est le seul à proposer une loi anti-concentration des médias. Alors il propose aussi la renationalisation de TF1, il propose le retour du rôle de service public de l'AFP, mais il y a une véritable réflexion sur la façon dont les médias jouent un rôle. En effet, tu as raison, il a réfléchi à l'équilibre des pouvoirs, or les médias sont un des pouvoirs en démocratie. Exactement. C'est-à-dire, il dit qu'il faut refaire un peu ce qu'a fait Montesquieu à l'époque de l'équilibre des pouvoirs, en intégrant effectivement ce pouvoir médiatique et son lien avec les autres pouvoirs. Et donc, il faut rétablir un nouvel équilibre des pouvoirs en intégrant cette dimension médiatique et en séparant, en introduisant des lois qui permettent de séparer plus précisément le pouvoir médiatique du pouvoir politique d'une part, et surtout, effectivement, des grands intérêts financiers et des multinationales. Et donc ça, c'est l'un des seuls, il me semble, à avoir réfléchi à cette question de façon aussi précise. Et il y a même l'idée de lutte contre la précarité des journalistes, ce qui là aussi est un des points fondamentaux quand on pense à la dépendance des journalistes vis-à-vis des différents pouvoirs. Absolument, là il y a un vrai progrès dans la réflexion. Il y a des choses intéressantes dans d'autres projets là-dessus, mais c'est vrai qu'il me semble que c'est celui qui va le plus loin. C'est le seul, alors effectivement tu l'as dit, aller jusqu'à vouloir nationaliser une chaîne, alors bon, au moins c'est précis,
Mais bon, Ça- ça- en tout c'est- cas, il a réfléchi oui, au sujet. ça pose une contradiction avec la séparation des pouvoirs. Finalement, Oui. de certains points de vue, il y a un côté Montesquieu, mais il y a aussi un côté Rousseau. C'est-à-dire que quelque part, rien n'est supérieur à la volonté générale, donc à la loi, et donc quelque part, tout ce qui émanera de l'État souverain sera légitime. Ce qui aussi c'est-à-dire que les pose un médias- problème Oui. lorsque c'est les médias. Ça ne veut pas dire que la photographie actuelle est satisfaisante. Mais en plus, alors, ce qui est intéressant aussi dans la suite du programme, c'est qu'il y a cette dimension média sur la question démocratique. Et juste après, il y a la question qui là aussi est totalement sous-traitée dans les autres programmes, la question du numérique. À travers le secret des correspondances, à travers la neutralité du net, à travers l'idée d'une souveraineté sur le stockage des données, à travers la protection des lanceurs d'alerte. Là, il y a une véritable réflexion dont on sent qu'elle n'est pas seulement cosmétique. C'est pas seulement parce que l'idée de protéger les lanceurs d'alerte, c'est à la mode depuis que les lanceurs d'alerte ont émergé. Là, on sent que c'est aussi, en effet, une question de cohérence. Il se prononce contre la vidéosurveillance, c'est-à-dire contre tout ce qui pourrait empiéter sur la vie individuelle. On sent en effet une réflexion sur la différence entre espace privé et espace public, comment la démocratie se construit sur cette différence et comment il faut préserver l'espace privé pour permettre à l'espace public de fonctionner. Exactement, et alors c'est marrant, ça va assez loin parce qu'il dit notamment qu'il faut faire attention sur le puçage des personnes. Alors effectivement, les gens se sont un peu rigolés là-dessus, mais c'est vrai que c'est la question de la souveraineté quelque part. C'est la souveraineté des États et la souveraineté aussi qu'on peut avoir soi-même sur son propre corps, sur l'intrusion aussi du numérique sur nos vies, etc. Et là, il y a une réflexion qui là encore, est la plus poussée. Donc on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur les concepts et la manière dont la souveraineté des différents ordres peut être respectée. Il y a quelque chose, finalement, qui m'a assez surpris à la visite de son site, c'est la notion de liberté. En fait, on peut se dire comme ça, avec nos schémas parfois un peu simples, de se dire, tiens, un gaulliste, un souverainiste, comment ça se fait qu'ils finalement mettent la liberté politique et économique et, je dirais, sociétale autant au devant de la scène. Et là, j'ai l'impression qu'il y a chez lui, mais alors peut-être que c'est très critiquable comme interprétation, mais je la soumets à votre sagacité, c'est qu'il y a quelque chose de très britannique en fait là-dedans. C'est-à-dire qu'en gros, il y a l'idée de la liberté individuelle qui est vraiment, vraiment mise en avant, et à la fois cette liberté politique. C'est-à-dire que le Britannique, il peut être à la fois libéral, et puis être à la fois souverain. C'est-à-dire qu'en gros, il a envie que ça marche. Il a envie que lorsque l'individu, en tant que citoyen, actionne un levier personnel, ça marche. Autrement dit, il veut moins de contraintes administratives, il veut que ça marche. Mais il veut aussi, en tant que citoyen, que lorsqu'il actionne un levier, ça marche. Et le Britannique, c'est sur la base, finalement, de ce levier politique qui ne marche pas, parce qu'il y a des contraintes de la Commission européenne, qui est technocratique, bureaucratique, etc., qu'il va être contre. Donc ce mélange, qui peut être assez troublant, finalement, et ne pas correspondre à notre histoire, on a parlé des deux axes tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il mêle à la fois l'idée de la liberté économique, par exemple, il est favorable à la baisse des charges sociales, et à la liberté politique de l'individu. Hein, c'est ces deux notions qui ne rentrent pas forcément dans notre tradition politique et dans nos schémas politiques qui est mise en avant. Il y a quelque chose de très britannique, en fait, de très britannique brexiteur. Alors, tu fais bien d'ajouter brexiteur, parce qu'en fait, c'est sur la question de la souveraineté que ça se joue. Oui. C'est-à-dire qu'il me semble, pour ma part, que c'est une réflexion qui se fonde sur l'idée qu'un véritable libéralisme politique ne peut s'appuyer que sur la souveraineté. Et que c'est parce qu'il y a la souveraineté et une protection aux frontières qu'on peut avoir une véritable liberté à l'intérieur et qu'on peut justement faire respirer le système. Et c'est ça qui est intéressant. Les deux vont de pair. J'ai l'impression qu'il veut faire ce compromis. Il me semble que c'est l'idée qu'aujourd'hui, au contraire, nous avons un espace totalement ouvert et du coup on rajoute de la norme et de la contrainte pour essayer de faire croire qu'on a une prise sur cet espace ouvert. Là, on a la logique radicalement inverse, mais qui n'est pas tout à fait le libéralisme à l'anglo-saxonne, en ceci qu'il est, et c'est Benjamin qui le disait tout à l'heure, beaucoup moins axé sur l'extension des droits individuels.
C'est-à-dire c'est pas tout à fait son il y a problème. quelque Il y a chose une quand façon même. de préserver la liberté Oui. individuelle, mais c'est pas une extension des droits individuels. C'est vrai. C'est pas la Oui. même chose. Oui. Alors après, en effet, il y a du coup des points un peu aveugles dans ce programme. Par exemple, la question de la lutte contre le terrorisme, la question de la laïcité qui est traitée assez vite. Oui. Bon, tout ça disparaît un peu au profit d'une réflexion toujours sur la souveraineté, et en particulier la souveraineté financière, où là, il y a vraiment un volet extrêmement profond, puisque l'idée, c'est, alors évidemment, on revient sur la loi de 73, donc la Banque de France finance l'État, on contrôle les capitaux, il y a cette reprise en main face aux grands intérêts financiers, et notamment avec l'idée de renationaliser les compagnies d'autoroutes, ce que Oui. Bayrou appelait le scandale du siècle, et il Absolument. avait totalement raison, Absolument. l'idée Ouais. qu'on a donné une manne financière aux autoroutes. Il y a l'idée de virer Goldman Sachs d'à peu près tous les endroits où ses représentants se sont introduits, ce qui là non plus n'est pas complètement illégitime quand on y pense. Enfin, il y a une réflexion, évidemment réforme bancaire, interdiction du lobbying, c'est-à-dire la reprise en main de tous les leviers de l'économie face à des intérêts qui ont grignoté l'espace public. En gros, la logique, c'est ça. Oui, et d'un certain point de vue, je pense qu'il va même plus loin que Mélenchon. C'est-à-dire que là, par exemple, moi j'ai noté, enfin, c'est peut-être pas fondamental, mais sur la longue liste des nationalisations, il va plus loin que Mélenchon. C'est-à-dire que Mélenchon dit oui, les autoroutes, lui il veut aussi les distributeurs d'eau, Veolia par exemple, il veut aussi les nationaliser. Il n'y a pas trace, me semble-t-il, chez Mélenchon. C'est-à-dire que quelque part, c'est là où on en revenait à ce qu'on disait à propos de Jean-Luc Mélenchon, c'est que autant Mélenchon est dans une logique, à mon avis, qui est beaucoup plus keynésienne de distribution, de dépenses. Lui, il est dans une logique beaucoup plus colbertiste de réappropriation du capital, de la structure même des leviers économiques. C'est la logique des nationalisations. Et tout cela peut aller de pair avec une baisse des charges, par exemple, des charges sociales qu'il favorise. Donc, quelque part, on a cette idée, en gros, s'il y avait un versant Conseil national de la résistance, on verrait Mélenchon représenter traditionnellement le Parti communiste et lui, traditionnellement, représenter, je dirais, l'aile gaulliste très interventionniste et sociale. Oui, et cette articulation entre étatisme et liberté, on la trouve aussi sur toutes les questions agricoles. C'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la protection des terres arables, la lutte contre l'étalement urbain, ce qui implique une politique volontariste, une politique de contrôle, et en même temps, il y a cette chose qui est absolument cruciale, libération des semences. C'est-à-dire l'idée qu'on va arrêter d'interdire aux paysans d'utiliser leurs propres semences. Et là aussi, on est dans la lutte contre les grands intérêts financiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les semences, elles sont confisquées par quelques grandes multinationales qui maîtrisent, en gros, la propriété intellectuelle. D'ailleurs, il veut interdire l'étiquetage du vivant, il veut interdire le brevetage du vivant pour permettre à chacun d'utiliser réellement et de reconquérir, là aussi, sa souveraineté. C'est-à-dire que dans tous les domaines, il a décliné cette vision-là. Oui, et effectivement, il y a aussi, il a réfléchi, on voit effectivement à la notion d'intérêt général par rapport aux intérêts privés. Et c'est ce qu'on voit dans les nationalisations. Et c'est-à-dire que pour lui, effectivement, il me semble que c'est celui qui a le plus réfléchi à ça, c'est qu'il y a des secteurs dans lesquels, effectivement, c'est l'État qui doit décider parce que c'est le seul à être garant de l'intérêt général, que ce soit l'énergie, que ce soit la poste, que ce soit les communications. Et c'est pour ça qu'il y a cette logique sur TF1, sur les médias. Donc il y a une vraie réflexion effectivement là-dessus qui est la plus aboutie, il me semble. Oui, alors après, en effet, sur les questions sociétales, en revanche, sur l'école, bon, il évoque l'idée qu'il faut revenir à l'effort par des prix et des bourses, qu'il faut s'appuyer sur des méthodes éprouvées. Bon, c'est la base, quoi. C'est la base, mais ça, là aussi, bon, ça va mieux en le disant. Même s'il ne va pas très loin sur ces questions-là. On sent que ça n'est qu'une des déclinaisons de cette logique globale. Peut-être pour quand même être un peu poil à gratter, il y a
j'aurais du mal véritablement à... C'est quelque chose qui relève plutôt du ressenti à la visite notamment de son site. Il y a quelque chose, peut-être le mélange entre des textes qui sont très techniques, très juridiques et très bien faits, hein, très techniques, et des textes très polémiques par ailleurs. Il y a l'idée quelque part du risque. C'est-à-dire qu'on se dit, quand même, la France d'Asselineau, elle est risquée quand même. C'est le grand saut. On saute quand même dans le vide. Dans un vide qui est peut-être plein de souveraineté, plein d'espoir, mais il y a quand même l'idée que c'est risqué. Alors que vous avez chez Mélenchon, qui peut-être, je dirais, a une formule beaucoup moins... cohérente et logique. Enfin, en tout cas, oui, il n'y a pas la logique mécanique voilà, qu'il y a dans celui-là. C'est quand même un haut fonctionnaire, c'est un gaulliste, tout ça, ce sont quand même des choses qui ramènent à une certaine assise de notable, finalement, hein, presque balsacienne. Eh bien, il y a quand même cette idée de se dire, moi, il y a un risque. Il y a ce risque du grand saut. Et moi, il me semble que ce qui donne cette impression, c'est que justement, on sent que c'est un esprit qui est très brillant, il y a un raisonnement très cartésien, très cohérent sur les concepts, mais que globalement, c'est presque trop conceptuel et que finalement, on se dit, quelqu'un qui raisonne de façon aussi architecturale, où tout est exactement à sa place, est-ce qu'il va pouvoir se coltiner avec la réalité, avec ce qui se passe concrètement, avec les évolutions? Tu as raison. Et là, on a un peu un doute. On se dit, est-ce que c'est un vrai politique au sens premier du terme, au sens noble du terme? Oui, c'est-à-dire la capacité à composer avec les contradictions, et même les contradictions du peuple et de chaque citoyen qui ne veut pas forcément les mêmes choses et qui hésite, et qui se coltiner avec la difficulté d'un réel qui est parfois mouvant, qui ne répond pas forcément à cette mécanique tellement bien huilée. Et bon, mais ça, à la limite, il vaut mieux avoir une matrice au départ, en espérant en effet ne pas en avoir du tout, ce qui est malheureusement, l'absence de cohérence, c'est la chose souvent la mieux partagée dans la politique. Après, en effet, pour faire un grand politique, il faut aussi une dimension humaine et une dimension sensible. Et c'est vrai que l'abandon total de toutes les questions véritablement sociétales, ou en tout cas leur façon de les ramener toujours à une logique mécanique, pose peut-être ce problème-là. J'ajouterais une chose qui est la façon de rappeler systématiquement sur toutes les mesures qu'il est le seul à proposer cela. Et ça, c'est une logique de part de marché et de logique concurrentielle sur les offres politiques qu'il n'est pas nécessaire de rappeler en permanence. Quand on a une vision pour la France, peut-être n'est-il pas nécessaire de répéter tout le temps qu'on est le seul à l'avoir, puisque l'idée, c'est que ça va se voir normalement. Donc, il y a ce côté un petit peu conquérant qui peut laisser penser, en effet, là aussi, à à quelque chose qui manque d'humain et d'empathie. Mais peut-être qu'il va les révéler une fois qu'il sera élu. Puis qu'il sera bien s'entourer aussi, parce qu'il y a aussi des hommes et des femmes qui savent faire ça. Qui savent, je dirais, transformer ce souverainisme chimiquement pur en quelque chose de plus plastique. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci.